Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h08 sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec André Berkov qui reçoit aujourd'hui Antoine Boitel, le journaliste spécialisé dans la police, qui vient nous voir pour ce livre publié aux éditions de l'Observatoire, Le calvaire sécuritaire, comment les Jeux Olympiques vont bouleverser durablement le quotidien des Français. Bonjour Antoine Boitel. Bonjour Esteban, bonjour André. Alors Antoine Boitel, quand même, je ne sais pas, moi, peut-être je vais appeler la police pour venir vous prendre et vous interroger ou vous emmener en camp de rééducation, parce que vous osez dire que ce pari à l'heure des Jeux Olympiques et à l'heure de la sécurité, c'est très important, on est bien d'accord, la sécurité en ces temps troubles et opaques. Mais vous avez dit, vous dites et vous écrivez dans ce livre, d'ailleurs que je recommande parce qu'il est bourré d'informations et il est bourré d'observations, qu'au fond, est-ce qu'on va pas entrer dans un calvaire sécuritaire? Alors expliquez-nous en quoi consiste cette perspective de calvaire sécuritaire. Alors avec plaisir. Le calvaire sécuritaire, tel qu'il est défini dans le titre par rapport à l'ouvrage, on est déjà dedans en réalité. Le premier calvaire sécuritaire, c'est celui des fonctionnaires de police et des gendarmes qui tous les jours ont une pression de plus en plus accrue. Depuis 2015, ils ont dû se taper le terrorisme, les gilets jaunes, le Covid, et j'en passe et des meilleurs, la pression sur le trafic du stup, etc. Donc il est déjà, pour eux, ils sont dedans depuis très longtemps. Le deuxième calvaire, évidemment, sécuritaire, c'est celui avec lequel vont devoir vivre les Franciliens, les Parisiens et tous les Français en réalité. Et tous les étrangers qui vont venir aux Jeux Olympiques. Oui, nos amis chinois, asiatiques, qui vont venir du monde entier, les Américains, pour ceux qui viendront en tout cas, parce que je sais pas où on en est des chambres qui ont été louées pour cet été à des prix défiant toute concurrence, n'est-ce pas ? Je sais que les prix sont en train de baisser là. Ouais. Le risque dans lequel on risque de se retrouver, c'est tout le monde veut de la sécurité. Alors, moi, je veux de la sécurité pour ma famille. Tout le monde. C'est le piège dans lequel peut-être on tombe depuis assez longtemps. On a créé une société peut-être dans laquelle on a ce fort besoin de sécurité en face du terrorisme, mais d'un autre côté, les moyens déployés. Et on peut se questionner sur l'héritage des Jeux, puisqu'on parle beaucoup de l'héritage des Jeux, mais est-ce qu'on va pas avoir un héritage aussi sécuritaire ? Est-ce que c'est, Antoine Boitel, l'éternel problème entre liberté et sécurité ? Est-ce qu'on choisit l'un, il faut les deux, mais est-ce qu'il ne faut pas il faut pas que l'un sacrifie l'autre ? C'est difficile de répondre à la question et je le dis d'emblée, à part le titre qui est un petit peu provocateur, j'y réponds pas forcément dans le livre parce que moi, je suis pas préfet de police de Paris, donc c'est pas à moi d'évaluer, de savoir. Et d'ailleurs, je connais pas les conditions précises de la menace terroriste actuelle. Vous avez regardé les faits, les faits, c'est que on nous parle quand même. Dès qu'il a été question de QR code à l'automne. Le préfet de police a rapidement corrigé en parlant parce que ça parlait aussi de confinement sécuritaire ou olympique, etc. Il fallait communier dans la région olympique, donc il fallait tout de suite dire non, finalement ça va peut-être être une plateforme avec des laissez-passer si vous voulez, et puis le QR code on y revient en fait, et puis c'était juste pour les voitures, mais finalement ce sera aussi pour les piétons, parce que si vous êtes dans une zone noire dans Paris, donc il y a quand même un découpage territorial qui est extrêmement fin et précis et bien fait. Vous allez quand même devoir montrer patte blanche à l'entrée de votre quartier ou dans l'endroit où vous résidez ou travaillez. Alors justement, juste un mot, Antoine Boitel, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, encore une fois, je les renvoie au livre, bien sûr, mais zone noire, c'est quoi ? C'est les endroits qui sont le plus proches de là où se procèdent les événements. Il y a des endroits où si vous n'êtes pas du COJO, pour dire les choses comme ça, si vous n'êtes pas du comité olympique, vous n'aurez pas accès si vous n'êtes pas athlète. Ensuite, il y a les zones dans lesquelles on peut penser au Champ de Mars, par exemple. Il y a le beach volley, je crois. Pour venir en tant que spectateur, vous aurez besoin évidemment d'un billet ou d'un laissez-passer pour accéder à cette zone-là. Mais si vous travaillez, et ça arrive en fait, il y a des gens qui résident et qui travaillent autour du Champ de Mars, donc notamment les gens qui résident dans le 7e, qui ont une association qui s'appelle les Amis du Champ de Mars, dont je recommande les publications sur Twitter. Ces gens-là ils disent oui, mais moi comment j'accède chez moi ? Alors on a reçu, quand on était près de la Seine, l'autre jour, une alerte FR, donc alerte, en gros, attentat en quelque sorte, pour nous dire de nous connecter sur cette plateforme pour prendre notre petit laissez-passer. Bon déjà, première dérive sécuritaire, les jeux n'ont même pas commencé, on utilise déjà
cette forme d'alerte. Elle est déjà en fonctionnement. La preuve, ils l'ont utilisée pour nous dire qu'il fallait prendre, mais surtout elle est mal utilisée, c'est quand même le problème. Alors ils s'en défendent comme ils veulent, voilà. Ça a été laissé à l'appréciation soit du ministre, soit du préfet, on n'a pas bien compris, mais enfin Mais c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, mettons que j'habite, prenons le Champ de Mars, c'est-à-dire que, bon, c'est bien, je suis un peu aisé et tout va bien, mais, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va vers quand je vais aller, il faut que j'ai mon QR code, il faut quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut exactement? Mon téléphone va retentir en disant attention Il va falloir, bien sûr, se connecter sur cette plateforme, avoir, le laissez-passer idoine, puis le présenter à chaque fois que vous rentrerez dans la zone en question. Donc, il y a quand même déjà une limitation de vos allées et venues dans l'espace public, ce qui est quand même on va dire un droit fondamental, individuel, qui est quand même... moi, ça me perturbe en tant que Parisien. J'ai pas demandé à ce que les JO se déroulent en plein Paris. C'est-à-dire, on a des sites olympiques partout en France. Il y en a dans toute l'Île-de-France. Et puis, si j'ai pas envie, moi, d'aller voir des JO, mais j'habite là, laissez-moi habiter où j'ai envie. J'ai envie de vous dire. Pour le bien commun, alors, on va communier, on va dire que c'est une très belle vitrine pour la France. Bien sûr. Et on va être un peu patriote, on va dire que vive la France et Cocorico, très très bien. Aucun problème là-dessus. On tend quand même un petit peu le bâton pour se faire battre, quoi. Je veux dire, voilà. Alors on va en parler, Antoine Boitel, après cette petite pause. Et effectivement, comment se préparer à ces Jeux Olympiques et surtout la suite des Jeux Olympiques. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Antoine Boitel aussi est dans tous ses états parce qu'il nous décrit la situation de Paris quand je pense qu'il y avait un Léon Paul Farr qui écrivait il y a le piéton de Paris il y a encore 50 ou plus de 50 ans. Et qu'est-ce qu'on circulait dans Paris? Et vous rappelez hors antenne, Antoine Boitel, vous me rappelez un souvenir de votre enfance où vous aviez vu la flamme olympique défiler, c'était les Jeux Olympiques d'Albertville. Alors par rapport à aujourd'hui, c'était quoi la flamme olympique de l'époque et celle d'aujourd'hui? Alors on évoquait ça parce qu'en fait j'ai vu sur Twitter cette petite Madeleine de Proust des images de l'INA qu'on adore regarder sur les réseaux sociaux, etc. Bien sûr. Où on voit effectivement les athlètes défiler avec la flamme olympique. C'est 92, je crois, Albertville de mémoire comme ça, ou 91. Et tout est très simple en réalité. C'est-à-dire que vous avez un athlète avec une flamme, une ferveur populaire autour du type Tour de France, on va dire. Et les gens qui courent à côté. Des gens qui courent, un peu de sécurité autour, et la caméra qui de temps en temps prend un nion parce que le mec est à l'envers ou sur la moto. Et ça fait un truc, comment dire, populaire. C'est tout simplement. Là, évidemment, si on veut comparer avec le parcours de la flamme aujourd'hui, ultra sécurisé, presque une vingtaine de policiers en civil qui courent avec l'athlète qui porte la flamme ou le porteur de flamme en général sur des dizaines de kilomètres puisqu'on va traverser toute la France. Et puis une bulle sécuritaire d'une centaine de fonctionnaires de police et de gendarmerie qui assurent la sécurité et le parcours de la flamme. Une bulle aussi anti-drone parce qu'évidemment c'est toujours la même menace qui est quand même première maintenant dans tout ce genre d'événements, c'est le drone. À Marseille, quand la flamme est arrivée, il n'y a pas eu d'incident à proprement parler à part un mouvement de foule. En revanche, il y a quand même 4 personnes, selon mes informations, à qui on a dit, en fait, ton drone, tu vois, faudrait pas le faire voler trop dans cette zone-là. Donc les drones, on les a fait redescendre par terre. C'était des gens qui faisaient du drone, quoi, en fait, sur le littoral, tranquille. Enfin, quand même, on a un système anti-drone, donc qui est vendu comme top niveau par l'armée de l'air, etc. Dont on casse bien les pattes du côté du Canard enchaîné, en l'occurrence. Je sais pas qui détient la vérité ultime. J'ai la faiblesse de penser que on est quelque part entre les deux. C'est-à-dire qu'on a mis les beaux moyens. D'un autre côté, il y a quand même encore des trous dans la raquette. Évidemment, tout le monde y pense. Est-ce qu'on peut pas avoir zéro risque? Ça n'existe pas, le zéro risque. On le sait, c'est très bien. C'est un truisme. Mais est-ce que justement, vous avez fait l'enquête, à votre avis, ce qui se passe aujourd'hui avec la préparation des Jeux Olympiques, encore une fois, c'est donc même moins de 2 mois, etc. Est-ce que, au fond, on peut, encore une fois, rien ne peut être prévu, mais par exemple, est-ce que, franchement,
Antoine Boitel. Est-ce qu'il fallait faire cette espèce d'inauguration le long de la Seine? Est-ce qu'il faut tout mettre à Paris? Parce que pratiquement tout est à Paris. En tout cas, est-ce que... Je veux dire, votre sentiment? Le sentiment qui est partagé très majoritairement par tous les cercles sécuritaires depuis plusieurs années, je rappellerai encore une fois les mots d'Alain Bauer qui parlait de folie criminelle en ce qui concerne donc la cérémonie aquatique, l'inauguration nautique du 26 juillet. Oui. Évidemment, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on tend le bâton pour se faire battre, c'est-à-dire qu'on va mettre, c'est un choix, donc on sait pas très bien si c'est Anne Hidalgo ou Emmanuel Macron qu'on a décidé ainsi, ou peut-être quelqu'un d'autre, je sais pas, la femme d'Emmanuel Macron peut-être, je sais pas moi. Et on va faire défiler plus de 100 barges, bateaux, navires, sur un fleuve qui est difficilement navigable initialement déjà, à ciel ouvert, donc sur 6 km, c'est-à-dire 12 km de quais à sécuriser. Si on voulait avoir un problème, je veux dire, on s'y prendrait pas autrement. Ouais. Les obstacles sont multiples, évidemment. On parle des balcons depuis quelques mois qui peut-être ne supporteront pas le poids de tous ces spectateurs. Ah oui, on peut avoir des balcons qui s'effondrent. Les bâtiments haussmanniens, apparemment, ils n'ont pas été bâtis pour ça. Ouais. Ils n'ont pas été bâtis pour ça d'une part, et puis ils ont un âge auguste, n'est-ce pas? Donc ça fait quand même un petit moment qu'ils sont là, et il avait été préconisé de faire des épreuves d'effort pour nos balcons et de voir si ils allaient supporter mon cousin, ma grand-mère, mes 4 enfants, etc. Oui, et mes amis de province qui sont venus et mes amis de l'étranger, etc. Et malheureusement, personne, visiblement, ou très peu de personnes ont fait pour le moment le nécessaire. Et puis évidemment, il y a toujours cette idée que un sniper sur une fenêtre, il va être difficile à arrêter. Donc pour ce faire, on en revient au calvaire sécuritaire. Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, a fait savoir qu'il voulait être en capacité de connaître chaque personne qui pourrait se trouver sur 12 km de balcon dans Paris le 26 juillet. Bon, je sais pas s'il en a la capacité, mais ça implique que toutes les personnes qui seront sur les balcons. Si vous êtes résident d'un de ces immeubles et que vous avez un accès vue sur la Seine, vous devez enregistrer le cousin sniper, je ne sais quoi. On va pas souhaiter des catastrophes, ce serait absurde, mais je veux dire, pour faire ça, il faut sécuriser les égouts de Paris. Il faut penser à la voie souterraine, à la voie subaquatique, la mine qui est vieille, qui a 150 ans. Why not? Enfin, ça existe aussi. Les catacombes. Non, les catacombes, bien sûr, mais tout ce qui se trouve en dessous du sol, sous l'eau, sur l'eau, au niveau du sol, les quais hauts, les quais bas, je rappelle que les ponts, et puis tous les balcons, il faut sécuriser tout et tout le monde à tout moment. Voilà. Est-ce que c'était nécessaire par rapport à une cérémonie qui aurait pu se tenir au Stade de France, c'était évoqué, ou alors au Trocadéro, ce qui est toujours en plein air. Remarquez, Emmanuel Macron l'a prévu, il a dit si on ne peut pas tenir cette cérémonie le long du fleuve, le long des berges, eh bien on l'atteindra au Trocadéro ou ailleurs. Il a prévu une position de repli. Les fameux plans B dont Anne Hidalgo apparemment n'a pas entendu parler, elle. Non, il n'y a pas grand monde qui en a entendu parler en réalité, parce que d'ailleurs en l'état de l'art, au moment où j'ai écrit le bouquin, mon essai, il était question d'avoir une position de repli sur le Trocadéro, ce qui restait quand même à haut risque. En réalité, le plan Stade de France était exit. Normalement, c'était fini, on n'en parlait plus. Emmanuel Macron, il fait une interview à la télévision, il dit finalement, ce sera peut-être au Stade de France. Moi, je sais pas, il doit pas décider tout seul. J'imagine qu'il a pas, Non, bien sûr. Il a un entendement. Mais alors, Antoine Boitel, quid on va en parler d'ailleurs juste après cette pause. Je voudrais qu'on parle du QR code. Je voudrais qu'on parle des éléments qui sont prévus. Vous avez parlé des drones, vous avez parlé effectivement de la police qui va être mobilisée. Mais quid du QR code, quid, je ne dirais pas du confinement, on va pas répéter l'épisode Covid, mais quand même, il risque de se passer un certain nombre de choses intéressantes au cas à énumérer et à inventorier. Et puis vous aurez la parole évidemment 0826 300 300 pour réagir, pour poser toutes vos questions sur la sécurité, que ça concerne Paris ou une autre ville. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Comment les Jeux Olympiques vont bouleverser durablement le quotidien des Français? C'est ce que vous dites en sous-titre, Antoine Boitel, dans votre livre Le Calvaire sécuritaire, paru aux éditions de l'Observatoire. Alors, durablement, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on va, en fait... Je vous pose la question et on va essayer et répondez-moi assez précisément sur certaines choses. Est-ce qu'on va quelque part, comparaison n'est pas raison, mais quand même, vivre un certain nombre d'épisodes que nous avons vécu glorieusement durant les 3 ans du Covid? Alors, le Covid, enfin les confinements sanitaires liés au Covid-19, c'était à chaque coin de rue. Dans toute la France, sur tout le territoire, tout le temps. C'était une énorme bulle d'interdiction de circuler, d'aller et venir dans la rue. Déjà, c'était extrêmement dérogatoire par rapport à notre constitution, à ce qu'est la France, et ce qu'il a fait, et ce qui fait sa grandeur, et c'est la liberté notamment. Donc évidemment, on est obligé de penser à ça quand on est parisien, puisqu'on nous reprojette là-dedans. Donc à certains coins de rue, effectivement, quand vous résidez dans une zone proche d'un abord olympique, on peut parler aussi bien de la porte de Versailles que où il y a aussi un site olympique où on va décaler la rentrée pour les minots parce qu'il faut dégager les rues, vous comprenez. Donc on avait dit qu'on décalerait pas les rentrées scolaires, finalement on va le faire quand même en fait. Nos quartiers vont être placés sous bien sûr des nouvelles bulles sécuritaires nécessaires eu égard, je le conteste pas moi, eu égard à la menace énorme que fait peser le terrorisme islamiste sur le territoire national et sur nos intégrités physiques. Donc ça, évidemment, la menace, elle est là. Mais effectivement, pour pénétrer certaines zones parisiennes, en véhicule, en piéton, en vélo, il faut le répéter, il y aura besoin, à certains endroits, d'un laissez-passer, d'un QR code, etc. Puisque, évidemment, on a des sites olympiques en plein Paris, en fait. En plein Paris, il faut quand même se rendre compte de ce qu'on est en train de faire. Actuellement, promenez-vous dans Paris, allez à la Concorde, on en parlait tout à l'heure, au pont Alexandre III, aux Invalides, au Champ de Mars, c'est un gigantesque bazar quand même, routier pour l'instant, et puis ensuite ça va devenir un petit peu entre le village Potemkin et quand même l'interdiction perpétuelle de déambuler en réalité. De balader, en principe on doit être libre de se balader, etc. Ouais. Mais alors ce que je voudrais, parce que j'insiste sur le mot, vous dites durablement. Durablement. On pourrait se dire Antoine Boitel, attendez, oui, ça va être 3 mois très embêtant, ça va être 3 mois, on va s'embêter là, mais après c'est fini. Alors déjà, vous dites attention. Ouais. On peut rappeler quand même que les JO, ils commencent normalement aux alentours du 26 juillet, on va dire, avec l'arrivée de la flamme et l'inauguration nautique. Ouais. Et se finissent, sans parler des Paralympiques, pour l'instant, admettons qu'ils se finissent au 11 août, je crois. Et puis ensuite, on a les Paralympiques fin août, début septembre. C'est ça. Mais pendant tout ce temps-là, et depuis dès maintenant, c'est-à-dire que les premières installations, par exemple au Champ de Mars, ont débuté aux alentours du mois de mars. Ça va aller jusqu'à fin septembre, etc. Ça déjà, c'est le bilan pour les Parisiens. Merci pour l'héritage. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Voilà. Oui, ça donc fait une demi-année d'interdire d'aller et venir et tourner en rond. Enfin bref. Pas très grave, on va dire. Pas très grave, pas de problème par rapport à la belle vitrine olympique, etc. Communion, pas de problème. Cependant, effectivement, il y a un héritage olympique auquel qui est un petit impensé, on va dire, c'est que actuellement, pour organiser un grand événement pacifiste, puisque c'est quand même l'objet des Jeux de Coubertin, on peut le rappeler, il faut déployer une débauche sécuritaire quand même très très importante, et on remet en place les plateformes de laisser-passer qui sont opportunément tirées de leur sommeil tels des zombies qui dormaient tranquillement depuis l'année 2020, et puis on va contrôler nos concitoyens, et c'est encore une fois évidemment les forces de l'ordre qui vont s'y coller, avec de la sécurité privée, des réservistes, des étudiants, des retraités, et que sais-je. L'armée aussi, est-ce que l'armée 20 000 militaires, donc Vigipirates, etc. vont quand même. Il y a un camp de base, vous savez, qui se monte dans l'est parisien vers Vincennes, qui vont sécuriser les navires en amont de l'inauguration nautique, et qui vont bien sûr suppléer aux besoins sécuritaires, puisqu'on parle de 45 000 FDO, police, gendarmerie, pendant l'événement. Ça, qu'est-ce qui nous dit en réalité que ça va pas donner des idées, en fait, à un pouvoir souvent contesté, que quand on veut, on sait faire. C'est-à-dire qu'on peut, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que si ça recommence pour une raison X ou Y, les gilets jaunes ou si on peut avoir quelque. Mais là, on a montré qu'on est capable. Notre culture du maintien de l'ordre, on sait faire une bulle sécuritaire maintenant. Une culture.
je veux dire, c'est une démonstration énorme, hein, je veux dire, du point de vue sécuritaire, ce qu'ils sont en train de faire depuis des années. Moi, je trouve ça impressionnant en tant que journaliste spécialisé, on va dire. C'est des gens qui savent ce qu'ils font, hein. C'est pas Laurent Nunez, c'est pas quelqu'un qui est à côté de ses pompes, hein, c'est moins compliqué. Mais en quoi, par exemple, pourront-ils justifier, à moins qu'il y ait des attentats ou à moins qu'il y ait une nouvelle pandémie? C'est vrai qu'on peut retrouver. On a beaucoup parlé du gouvernement par la peur, hein. Pas seulement en France, mais c'était partout pendant le Covid, quoi. Il y a eu le gouverné par le chaos, c'est vieux comme le monde, et on connaît simplement des formes modernes, hein, et numériques intéressantes. Est-ce que vous pensez que, au fond, il y aurait des possibilités de montrer un peu... En fait, quand je lis votre livre, je me dis, mais les JO, c'est une formidable maquette d'entraînement, quoi. On est les cobayes, un peu. Je serais complotiste si j'allais jusqu'à dire ça, on va dire. Mais cependant, déjà, on peut rappeler quand même qu'il y a une représentation nationale qui vote, qui a très bien voté, des dispositifs antiterroristes dès le début de l'ère Macron, donc en 2017. Et on s'appuie sur ces lois SILT et compagnie, et la loi olympique de l'année dernière, pour sécuriser l'événement. Jusque-là, vu qu'on a une menace comme l'État islamique au Khorasan sur la tête, pourquoi pas? C'est normal qu'il y ait la sécurité. C'est plus que pourquoi pas, c'est nécessaire. Si on le faisait pas, on serait coupable. C'est bien le problème. Jusqu'où on va, ça, je laisse à l'imagination de vos auditeurs le soin d'y répondre, mais on peut quand même se questionner sur cette façon qu'on a d'être. J'exige cette déambulation nautique le 26 juillet. Allez hop, 45 000 policiers, on s'y colle, on ferme tous les quartiers, on réduit le nombre de personnes qui étaient prévues pour regarder le truc parce qu'en fait c'est trop dangereux. Ouais. On veut savoir qui est au balcon à tel endroit. En fait, Paris est souvent une ville considérée comme un musée, etc. Mais c'est pas non plus une salle de spectacle en fait. En plus, Paris est une ville économique, Paris est une ville qui travaille, Paris est une ville qui œuvre, etc. Oui. Enfin, qu'on le veuille ou non, qu'on le déplore ou qu'on s'en réjouisse, quoi. Je veux pouvoir aller acheter ceci ou cela dans le quartier où j'ai l'habitude d'aller, et on voit des gens qui sont notamment commerçants sur les îles de la Seine qui vont devoir fermer boutique parce que plus personne ne pourra rentrer dans leur quartier. Non mais moi c'est quand même terrible. Je vais vous dire ce qui moi me frappe dans cette histoire, Antoine Boitel, c'est qu'il y a un prolongement. On a commencé à nous dire, bon, voie sur berge, terminé. Je parle pour la circulation. Ensuite, on a dit, attention, ça c'est couloir pour les bicyclettes. Ça c'est trottinette. Ça c'est ceci, cela. On a continué à nous dire, moi ça me fascine parce que je n'ai rien contre les bicyclettes. J'adore faire de la bicyclette, mais plutôt dans les bois que dans l'oxyde de carbone. Mais on a dit, les bicyclettes peuvent aller en sens interdit, brûler les feux rouges, sans aucun problème. On le voit ça du matin au soir. Ça veut dire qu'il y a une espèce de cacophonie organisée. Bordélisation du pays, ouais. Bordélisation du pays, en tout cas de Paris. J'espère que les autres suivront pas, avec mort de commerce à la clé, déjà, hein, avant les Jeux Olympiques, faut le dire. Vous allez à rue de Rivoli, vous allez dans certains endroits, vous avez des commerces entiers, je parle pas de restaurants, etc., qui ne marchent plus. Donc, on va pas être pessimiste, mais on se dit, au fond, ces Jeux Olympiques vont ajouter à ça. Et le problème, et vous le soulevez dans votre livre, mais qu'est-ce qui va rester pérenne dans cette histoire? Je ne parle pas seulement au niveau des lois, mais au niveau des sentiments. Ils vont se dire, oulala, Paris, il y a des endroits où il faut plus y aller, enfin, les interdits, etc. Il faudrait une étude psychosociale d'impact, en quelque sorte, sur ce que va devenir Paris. Moi, ce que ça me rappelle, au passage, c'est qu'il y a une filiation idéologique entre Anne Hidalgo et Emmanuel Macron. Ils viennent tous les deux d'une certaine gauche caviar, qu'on le veuille ou non, donc du Parti Socialiste. Et ils ont pas forcément une idée sécuritaire ou de sécurité intérieure bien affirmée. Anne Hidalgo, pour qu'elle ait une police municipale, il a presque fallu la forcer à un moment, et puis ensuite il a fallu lui donner l'autorisation de la faire à l'Assemblée nationale. Elle l'a faite. Elle vaut ce qu'elle vaut. Les policiers municipaux parisiens sont des gens formidables et je les salue au passage. Cependant, évidemment, elle montre autant d'amour pour la question sécuritaire. On peut parler de l'arme qu'ils n'ont pas, par exemple, que Emmanuel Macron au début de son mandat, qui comprend très bien l'enjeu terroriste international. Ça aurait été un comble puisqu'on est en 2017, et qui cependant n'a pas forcément un amour des fonctionnaires de police très affirmé. Et il s'intéresse pas beaucoup à la question de la sécurité intérieure, faut quand même bien le dire et le répéter encore une fois. Donc jusqu'à aujourd'hui,
eh ben on en paye un petit peu, on paye un peu la facture avec. Alors ça dépend pas que de lui, hein. C'est-à-dire que on a un contexte international qui nous tombe sur la poire. Ça c'est pas de sa faute. Et voilà. Mais par contre, est-ce comment on y répond? On y répond en mettant des QR codes. Ah bon, c'est un peu juste. Non et ces QR codes donc vont être appliqués à une partie de la population parisienne, pas toute, de toute façon. Il faut que vous habitiez dans les zones concernées. Il faut que vous ayez une raison de vous rendre à l'endroit qui va vous être empêché. Il y a une entrave en fait de circuler, donc oui, c'est ça. Il va falloir justifier je suis bien allé sur ma plateforme. Une enquête a été effectuée, j'imagine, derrière pour savoir. En fait, c'est intéressant ce que vous dites, c'est qu'en fait, ça, il y aura pendant 6 mois et bien avant 6 mois, Paris va être sujette à une espèce d'entrave. Enfin, d'entrave, c'est Gulliver avec les Lilliput, quoi. On est. Et on peut parler de la Seine-Saint-Denis au passage, hein, parce que à Saint-Denis, il y a aussi des sites olympiques. Hein, il y a le Stade de France, il y a le village olympique, etc. Ouais. C'est rebelote. Enfin, alors bon, il y a aussi des gens qui vont être empêchés de circuler à droite à gauche. Après, vous avez tous les sites, voilà, Bordeaux, Nice, Lille, où vous voulez. Enfin, il y a des spots olympiques partout en fait en France. Enfin, partout dans beaucoup d'endroits, à Lyon notamment. Et ces gens-là, on va leur dire, voilà, là, t'y vas pas en fait. C'est off. Donc on va jouer le jeu le temps de l'olympisme et bien sûr tant mieux et ça donnera une grande beauté à la vitrine française. Et ce qui est vraiment très passionnant, c'est que normalement les Jeux olympiques on est ravis. Voilà. C'est une fête internationale, c'est une fête mondiale, c'est la fête du sport, c'est la fête des compétitions, oui. Qui ne s'en réjouirait. Et en même temps, et ça ce n'est pas dû ni à Macron ni à Hidalgo et autres, on a cette chape qui est arrivée depuis 2010-2012 du terrorisme. Oui. 2015, ça a été l'acmé avec le Bataclan et Charlie Hebdo, mais bien avant, il y a eu Mohamed Merah, il y a eu beaucoup d'autres choses. Et dans le contexte occidental, il y a eu des concerts qui ont été frappés aussi. Absolument. Le train à Madrid des étudiants, c'était il y a encore bien plus longtemps que ça. Et puis rappelez-vous aussi les Anglais, entre guillemets, qui venaient au Stade de France pour entrer dans telle ou telle compétition. C'est un autre, mais effectivement, ça a été un gros marqueur pour la Coupe du Monde de rugby, qui était déjà un galop d'essai par rapport aux Jeux Olympiques. Ils se sont réjouis que la Coupe du Monde de rugby se déroule bien. Donc acte et bravo. Ouais. Enfin, le rugby, ça se déroule en général mieux que le football. Voilà. Bon, il se trouve que juste avant, il y avait eu cet événement de la finale là, qui s'était pas très bien passé quand même. On peut le rappeler, même si ça les agace. Mais bon, désolé, mais quand on voit ça, on se dit ok, ça va se passer comment Au passage, je rappelle quand même qu'à Châteauroux, par exemple, qui est un site olympique de tir, le maire de la ville a décidé de ne pas faire une fan zone. Il y en avait une de prévue et c'est un budget en moins pour sa commune de 300 000 €, enfin qui va pas dépenser en réalité, parce que il voit pas tellement l'intérêt de la ferveur populaire autour de, j'imagine. Et puis c'était trop de bazar en fait pour une commune d'organiser ce truc. Toutes les villes qui se retrouvent avec le trajet de la flamme à travers leur ville. Des fois ils l'apprennent vraiment sur le tard. Hein. Je pense à un élu du 93 qui l'a appris à une réunion de conseil avec un autre élu. Ils doivent quand même déployer c'est comme quand le Tour de France passe chez vous, quoi. Donc merci, mais non merci. Oui. C'est comment dire par rapport au trajet de la flamme d'Albertville, c'est sûr qu'on se dit ouais. On a des questions, André, sur les réseaux sociaux. Oui. Il y a une question qui pose Antoine Boitel, c'est est-ce qu'il peut y avoir vraiment un risque de pénurie de policiers si la Nouvelle-Calédonie ça continue, si à l'Euro ça se passe mal, en même temps il y a les JO, si on a connu des émeutes l'année dernière avec la mort du jeune Naël, s'il y a d'autres événements qui se greffent, qui se passent en même temps. La grande question, c'est alors certaines sources sécuritaires évoquent des possibilités de razzia dans les campagnes, etc. Gérald Darmanin a répondu à cette question il y a pas très longtemps en fait. Il y a eu un communiqué de presse qui a fait état de l'ajout de 14 000 policiers et gendarmes sur tout le territoire, mais ils font le communiqué de presse cette semaine, hein, donc je voulais quand même préciser que ça a quand même un petit côté action-réaction, quoi. C'est-à-dire que quand même il y a plus d'une source sécuritaire qui s'est inquiétée de savoir ce qu'allaient devenir les campagnes. On parlait de la Nouvelle-Calédonie, tout à fait. Les gendarmes, les policiers en ce moment, ils ont pas vraiment que l'olympisme à traiter. Là, c'est pas le spot de surf du Tahiti Gate, quoi. Donc évidemment, tout le monde s'est demandé s'il y aurait assez de CRS sur les plages pour les sécuriser. Et de toute façon, tout l'enjeu sécuritaire sera mis sur la zone francilienne, quoi qu'il advienne, et ce sera quoi qu'il en coûte. Hein. Je veux dire, là, pour le coup, ils sont en train de rajouter de l'argent pour les sécurités privées. Antoine Boitel, on sait combien alors juste en dehors de l'Île-de-France, est-ce qu'il y a beaucoup de territoires olympiques qui vont exister en France?
Il y a beaucoup de territoires olympiques en France. On peut penser à nos amis de Lille, de Lyon, de Bordeaux. Ils vont avoir aussi leur... ils ont aussi leur bulle sécuritaire à assurer, bien sûr. Oui. Tous les policiers et gendarmes qui sont affectés à ça, ils font pas autre chose pendant ce temps-là. On nous dit qu'il y aura 14 000 policiers et gendarmes de plus par rapport à la même période en 2023 qui seront présents dans les territoires. Enfin, comme on dit, dans les territoires. C'est-à-dire en France, en fait. Moi, je dis ok, très bien, hein, pas de problème. Mais à la fin du communiqué, il y a marqué que c'est grâce à l'engagement des policiers et des gendarmes qui n'auront pas de vacances en famille que c'est rendu possible. Le calvaire sécuritaire, il est là. Enfin, moi, je trouve ça terrible. Les pauvres gens, leurs syndicats sont invités à négocier bien des choses depuis ils vont leur faire des mois. Ils vont leur faire des primes, etc. Moi, en off, on m'a dit, Darmanin leur a dit très tôt. Je vous annonce que vous n'aurez pas de vacances cet été-là. Réagissez, les syndicats de police. Je vous tends le truc. Je vous tends le fil. Il n'y a plus qu'à tirer dessus. Ils ont réagi. Ils ont très bien. Ils ont fini par réagir quand même, mais bon, c'est quand même des gens qui savent aussi ce qu'ils font. Donc ils ont quand même réagi et ils ont obtenu, comme chacun sait, des primes qui ont fait saliver d'autres syndicats, d'autres fonctions, d'autres professions. On va continuer d'en parler après cette courte pause, André, avec Antoine Boitel et vous, au 0826 300 300. On parle de calvaire sécuritaire. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Antoine Boitel, le calvaire sécuritaire, paru aux éditions de l'Observatoire. Alors, vous êtes spécialiste dans les affaires de police aussi, Antoine Boitel. Vous avez donc interrogé énormément de gens à propos de cet événement, des JO. Très franchement, là, quel est le... on ne demande pas de donner des noms, c'est pas seulement Nunez et Darmanin. Vous avez vu des gens de la base. Quel est leur état d'esprit? Est-ce qu'ils se disent il faut le faire, on va le faire, ça c'est clair. Mais au-delà de ça, est-ce qu'ils en sont plutôt réjouis ou plutôt inquiets ou quoi? Plutôt réjouis. Les seuls policiers que j'ai vus se réjouir pour le moment, c'est ceux qui sont qui sont athlètes olympiques et qui essayent de concourir. Je les ai rencontrés à Beauvau, ils étaient très sympas. D'accord. Mais bon, ils font du kayak dans la vie. Ceux qui sont en police secours, par exemple, ils sont pas du tout à l'aise vis-à-vis de l'événement. Ils le sont encore moins vis-à-vis de la parade nautique. Après, c'est pas des décideurs, mais bon, c'est quand même eux qui vont devoir assurer la sécurité de ces événements-là. Ils se questionnent aussi de savoir si un étudiant bénévole qui a été recruté pour le truc et dont on a bien filtré, puisqu'on sait qu'il y a plus de 40 profils qui ont été sortis de l'organisation olympique parce que ils étaient fichés ou fichables au statut de radicalisation terroriste. Même s'ils sont pas fichés S, mais ils auraient pu l'être. Les FSPRT, en l'occurrence, ils sont fichés S normalement. Donc on a 40 profils qui ont été sortis, soit fichés S, soit vraiment radicalisation terroriste. D'accord. 41, je crois, à l'heure dont laquelle on sur parle. Combien de bénévoles? C'est ça, on a des milliers de bénévoles qui doivent, mais celui qui se lève pas le matin, l'étudiant par exemple, qui a été formé en 3 semaines, c'est un CRS qui va prendre sa place en fait, ou un agent de sécurité privée qui aura été aussi embauché. C'est son patron qui décide, lui, il n'est pas forcément. Donc, on peut se demander effectivement quel est leur état d'esprit actuellement, aux policiers et aux gendarmes. C'est des gens qui, les fonctionnaires ils fonctionnent, il y a pas de problème, ils savent ce qu'ils ont à faire. Mais moi, je crois que ils sont pas très heureux, pas très joyeux de voir se coltiner cet événement-là. Enfin, je veux dire, après tout ce qu'on leur a demandé depuis des années, il manquait plus que ça, quoi. Ouais, c'est sûr. On a Philippe qui nous appelle depuis quand, André? Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour André, monsieur Boitel, bonjour. On vous écoute, mon Philippe. Écoutez, André, j'ai une petite, une idée, une supposition à soumettre. Allez-y. On peut, à mon avis, avoir la médaille d'or olympique justice, dans la catégorie justice, pour la magistrature. Alors, je propose quelque chose. Allez-y. C'est mobiliser les magistrats, et les élèves en magistrature, pour envoyer, on a le temps encore, les 100% d'OQTF, d'accord ? Comme ça va nous donner un petit peu d'espace libre.
Et puis en proposition, parce que vous savez comme moi André, qu'il y a le syndicat de la magistrature qui fait quelques remous de temps en temps, eh bien je leur accorde une prime d'activité olympique. Ouais. Donc voilà, ils auront une prime en même temps que les policiers et autres consorts, et une récupération des jours de congé si objectif 100% atteint des OQTF. Moi, voilà ce que je propose. C'est-à-dire, attendez, je vous voulez dire que les magistrats s'occupent d'expulser vraiment comme ils doivent le faire les OQTF, c'est ça, enfin de remplir l'obligation, c'est ça. Et là, au bout du chemin, il y a une médaille d'or olympique pour la justice, catégorie magistrature. Alors, je vais vous dire, mon cher Philippe, j'entends ce que vous dites, mais hélas, je regrette que vous n'ayez pas fait votre position il y a 3 ans. Car vous savez que pour expulser et arriver à, vraiment, alors là, on en a beaucoup parlé, pour arriver à faire qu'un OQTF quitte le territoire français, mais vous en avez au moins pour 6 mois, c'est des travaux d'Hercule. 6 mois, 1 an, parce que il y a les avocats, les centres de rétention, etc., et ça ne se fait pas du tout très vite. Philippe, c'est ça le problème. C'est une bonne idée, enfin, ce serait une très bonne idée si c'était faisable. Mais est-ce que c'est faisable? Je dois dire que j'en doute profondément. Alors moi, je voudrais dire à Philippe qu'il a quand même d'ores et déjà été entendu par le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur, puisque en l'occurrence, la place Vendôme a décidé de mettre vraiment les magistrats sur le pont pendant tout l'été, au même titre que les policiers et les gendarmes, pour faire en sorte que la justice soit suivie des faits pendant toute cette période qui va être intense, qui peut être potentiellement intense en larcin et délinquance, eu égard par exemple à la venue de tous nos touristes adorés qui vont se faire dépouiller dans le RER, au Champ de Mars ou je ne sais où. Par ailleurs, du côté de la police et de la gendarmerie, il y a des groupes qui sont créés pour harceler actuellement, créer un système d'entrave aux terroristes qui sont sortis de prison, aux personnes qui sont identifiées comme radicalisation terroriste. Et depuis le mois de mai, il y a une directive pour faire de la visite domiciliaire, pour s'assurer que la personne n'a pas dévié, n'est pas atteinte psychologiquement tout à coup avec un couteau fou qui sortirait de sa poche, et puis qu'il n'a pas été quitté par sa femme, chez eux à la maison, et que voilà, et tout le monde va bien. Et par exemple, s'il a vendu un peu de shit, je ne sais pas quand, la semaine dernière, on va aller vérifier chez lui, parce qu'on pourrait aussi on lui fait une Al Capone, c'est-à-dire qu'on pourra l'interpeller sur autre chose. Attendez, Antoine Boitel, est-ce qu'on a les moyens, avec ce qui se passe, d'aller voir tous les chauffeurs, les narcotrafiquants, ceci, les cela, c'est impossible. En tout cas, peut-être que c'est une façon de se border de la part de la fonction publique, de dire nous on a fait, on a donné la consigne. Après, charge aux directeurs départementaux, on dit plus comme ça, mais voilà, de mettre ça en musique, quoi. C'est-à-dire que c'est ça la réforme de la police nationale, c'était un chef qui décide avec des relais bien identifiés dans chaque département, avec un préfet en gros qui pilote tout. Dont acte, on va voir si ça marche. Pour ce qui est de la guerre contre le stup, en tout cas, pour l'instant, est-ce qu'on a les effectifs? Est-ce qu'on a les effectifs? À supposer qu'on a des gens très bien et que ça peut marcher. Enfin, mais est-ce qu'on a les effectifs pour surveiller tout ça? C'est toujours la même question. On peut dire qu'on a des gros effectifs de police et de gendarmerie en France et qui sont bien, sont conquérants, qui sont combattants. Ceci dit, moi, on m'a dit aussi du côté des syndicats à un moment, on m'a dit ça à l'automne, que les départs en retraite étaient un petit peu traités au ralenti du côté de la RH. Et que par contre on poussait les sorties d'école le plus rapidement possible pour qu'ils soient sur le terrain à l'instant T, c'est-à-dire depuis mai, la flamme se promène en France, donc il fallait faire sortir vite du monde des écoles de police, et puis pareil pour les formations pénitentiaires notamment. Donc il faut avoir le plus de bleu dans la rue possible. C'est un héritage sarkozyste qu'on porte jusqu'à aujourd'hui. Il faut être visible. Il y a une opération blouson qui va se dérouler devant une gare. Moi je l'ai vu hier devant la gare du Stade de France à Saint-Denis. C'est un endroit où il y a des mecs qui vendent des clopes H20, c'est-à-dire toute la journée. Vous pouvez voir vos petits vendeurs de cigarettes là. On parle de contrebande, évidemment, illégale en tout cas. Et là, il y avait une voiture de police, puis une voiture de police municipale pas très loin. Il fallait montrer qu'on était présent, quoi. Le lendemain, ils sont plus là en fait. C'est-à-dire que et les vendeurs de cigarettes peuvent revenir. Ils étaient là ce matin, confirme. En tout cas, mobilisation générale, intéressant, en tout cas à suivre effectivement. Mais lisez le livre d'Antoine Boitel. C'est vrai que le calvaire sécuritaire, vous savez, un homme et une femme avertis en vaut 10.
Merci à Antoine Boitel d'avoir été avec nous. On rappelle votre livre publié aux éditions de l'Observatoire, Le Calvaire sécuritaire, comment les Jeux Olympiques ont bouleversé durablement le quotidien des Français. Merci André Berkoff d'avoir animé l'émission. On se retrouve demain entre midi et 14h. Il y aura Florent Philippot qui sera votre invité à partir de midi 10. Et attention, et quelqu'un qui va nous parler, le fondateur de RTE, qui va nous parler du scandale de l'électricité comme vous l'avez jamais entendu. Effectivement, c'est André Merlin qui sera avec vous pour le face-à-face tout de suite chez Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.